Le bitcoin se crash à peut-être 2 ou 3 000 euros. Dégoûté, je dis à mon père, oh là là, papa, t'as vu, etc. Et là, il me dit, écoute, en investissement, tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas. Moi, je connais des personnes qui ont des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers d'euros sur leur compte courant. Elles n'en font rien et elles laissent cet argent mourir face à l'inflation. Mais le souci, c'est qu'entre celui qui n'a aucune connaissance et entre celui qui a toutes les connaissances du monde mais qui ne passe pas à l'action, le résultat est le même. Une stratégie d'investissement n'a aucun intérêt, n'a aucune valeur, n'a aucune pertinence si elle n'est pas liée à un objectif précis. Si quelqu'un a une seule et même stratégie pour chacun de ses objectifs, il fonce dans le mur. Si on a eu une approche patrimoniale dans la définition de ces stratégies, l'actualité ne devrait pas nous préoccuper. Réduire les frais, c'est mécaniquement améliorer sa performance nette. Sur 10, 20, 30 ans, ce sont des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers d'euros en plus dans la poche de l'investisseur. Aujourd'hui, Charles Elias, quelle a été la décision la plus smart que tu as pu faire dans ta vie et qui a pu changer? De mettre un terme à la... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast Smart Talks, le podcast des investisseurs et entrepreneurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charles Elias Farah. Charles Elias, comment vas-tu? Ça va très très bien, Kevin, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Je sais qu'aujourd'hui, on va partager beaucoup de belles choses, tu as beaucoup de valeur à nous apporter. Avant tout, je vais préparer une petite introduction pour te présenter. Je vais me permettre de la lire pour ne pas oublier aucun détail et après, je te laisserai la main. Écoute, tu es passé par la prépa, une grande école de commerce et tu as aussi fait un cabinet de conseil réputé avant de tout quitter pour t'engager dans une voie qui est beaucoup plus alignée avec tes valeurs. Donc transmettre, éduquer et surtout responsabiliser financièrement. Tu as lancé Le Grand Bain, donc c'est un podcast qui devient une référence aussi dans la sphère francophone. Tu y partages tes réflexions, tu accueilles des experts, tu éduques le public sur les enjeux financiers, la démystification de l'investissement et surtout tu t'adresses à toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent. Charles Elias, c'est environ 50 000 abonnés sur les réseaux, 500 000 écoutes sur ton format podcast sur YouTube et c'est aussi des centaines de milliers d'euros générés avec tes activités chaque année. Tu as aussi fait une intervention sur BFM Business, donc on va pouvoir aussi potentiellement revenir dessus. Donc aujourd'hui, on va surtout plonger dans ton parcours, ta vision de l'investissement long terme et ta volonté de construire une école de la finance 2.0. Charles Elias, bienvenue à toi dans Smart Talks. C'est génial, belle introduction, merci beaucoup. Très bien. Charles Elias, tu as fait HEC, tu as fait une école de commerce, tu as travaillé en cabinet. Aujourd'hui, raconte-moi ton parcours, reviens un petit peu dessus et explique-moi cette suite logique, comment ça s'est fait, naturellement ou pas, et comment tu as réussi à déboucher sur cette voie de l'investissement et de l'éducation financière. Oui, alors moi initialement j'avais pas du tout un parcours spécialisé en finance. Je m'y intéressais à titre personnel de façon autodidacte, mais très brièvement, moi j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et ensuite j'ai fait l'EM Lyon Business School, pas HEC, mais sa petite sœur on va dire. Et après je suis rentré effectivement dans un cabinet de conseil en stratégie américain où j'ai travaillé à Paris pendant un petit peu moins de 2 ans et c'était très stimulant, extrêmement enrichissant sur le plan professionnel et aussi un petit peu personnel, mais c'est vrai que j'y trouvais pas l'alignement par rapport au sens, à l'impact que je voulais avoir. Ça, c'est une problématique que je rencontre, ou en tout cas que j'observe de plus en plus dans les gens de ma génération. Je pense qu'on a à peu près le même âge. L'envie de sentir qu'on a un impact et pas uniquement remplir des fichiers Excel et des PowerPoint à longueur de journée. Malheureusement, c'est un peu ce à quoi se réduisait mon activité quand on est consultant junior notamment. Après, quand on est manager, c'est d'autres choses, mais je suis pas arrivé jusque-là. Et je voulais pas attendre d'avoir 4, 5, 10 ans d'expérience pour sentir que mon activité professionnelle me donnait du sens, de l'impact. Et je me suis donc posé la question de comment est-ce que je peux aligner mes activités professionnelles et mes valeurs, ma conviction de vouloir avoir de l'impact, aider les gens, et aussi aligner avec des choses qui m'intéressent, qui me stimulent. Et comme je te le disais plus tôt, à titre personnel, je suis intéressé, passionné par les finances personnelles, par l'investissement. Je m'y ai été formé en autodidacte complet. C'est-à-dire qu'on parle littéralement de vidéos YouTube, podcasts comme le tien. Le Grand Bain à l'époque n'existait pas, mais je pense que j'aurais pu l'écouter si jamais je cherchais des contenus sur ce sujet-là. Et à force de me former sur ce sujet, j'ai fini par en connaître un petit rayon. Et assez rapidement, des amis à moi ont commencé à me poser des questions. « Ah mais Charlie, t'as l'air de t'y connaître. C'est quoi tes bons conseils? Comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on gère nos finances personnelles ?» Et ce qui m'a marqué très rapidement, c'est que même
pour des personnes qui, comme moi, avaient fait des grandes études, qui travaillaient dans des cabinets de conseil réputés, bref, qui gagnaient très bien leur vie et qui avaient, aux yeux de la société, réussi. Ces personnes-là n'avaient aucune éducation financière. Et donc, on parle de personnes qui pouvaient gagner en sortie d'études 3, 4, 5, 6 000 euros, mais parce qu'ils n'avaient aucune notion de qu'est-ce qu'un budget, comment est-ce qu'on suit ses finances, comment est-ce qu'on investit, c'est quoi un PEA. Et ben, ils se retrouvaient à la fin du mois à zéro. Ils dépensaient leur argent dans des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens, et surtout, ils ne préparaient absolument pas l'avenir. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un trou dans la raquette au niveau de la société et que j'avais cette capacité, cette compétence à conseiller à ma petite échelle des gens autour de moi, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et pour passer, on va dire, de consultant dans un cabinet de conseil à entrepreneur dans la finance, il y a quand même un certain pas. Donc, je me suis pas lancé tête baissée avec aucun filet de sécurité. J'avoue, là-dessus, moi, je l'ai plutôt joué sécurité. Quand j'ai voulu quitter mon cabinet de conseil, j'ai d'abord négocié une rupture conventionnelle, ce qui n'a pas été chose simple, mais je me suis battu pour et je l'ai obtenu. Donc j'avais des allocations chômage les 18 premiers mois de mon activité professionnelle, ce qui m'a permis de commencer de manière un petit peu, on va dire, sereine, même si, et je pense que ça c'est un conseil très important que les aspirants entrepreneurs devraient connaître, c'est que au premier jour où j'ai quitté mon cabinet, même si j'ai commencé assez rapidement à toucher des allocations chômage, j'ai vécu chaque jour comme si je n'avais pas ces allocations à la fin du mois. Et je me disais, écoute Charles-Elias, là, tu dois travailler, tu dois trouver des clients, tu dois construire une offre, tu dois faire tout ce qu'il est en ton pouvoir pour, à la fin du mois, payer tes factures. Et j'ai vu trop d'entrepreneurs se lancer en se disant, oh, ça va, j'ai encore 6 mois, 12 mois, 18 mois devant moi avant de ne plus avoir ces allocations. Et finalement, ils se réveillent tard, souvent trop tard, et ils se disent, bah, en fait, maintenant, il me reste que 3 mois pour vraiment construire une offre, me lancer et en fait, c'est insuffisant, et ils sont obligés de retourner dans le salariat. Donc je pense que ça, c'est la première chose, ça a été, je ne me suis pas reposé sur mes allocations chômage, je me suis mis un peu dos au mur, et ça m'a vraiment, je pense, mis le coup de pied aux fesses, qui m'a donné la motivation pour faire ce qu'il était nécessaire pour lancer donc derrière un cabinet de gestion de patrimoine, puis assez rapidement Le Grand Bain, le média d'éducation financière. Et comment est-ce que ces deux idées sont venues ? C'est simple, hein, au début, le cabinet de gestion de patrimoine, c'était pour aider les personnes qui voulaient déléguer la gestion de leurs investissements. Mais vu que j'étais passionné de finances personnelles et d'investissement et que j'en parlais sur les réseaux initialement sur LinkedIn, j'éduquais mon audience assez rapidement et des personnes sont venues me voir en me disant « Écoute Charlie, c'est super ce que tu fais, mais moi j'ai pas envie que tu gères mes investissements pour moi. Je veux juste que tu m'expliques comment est-ce que je peux investir moi-même. Je veux que tu m'apprennes à faire ce que toi tu fais déjà. » Et donc c'est là que j'ai compris qu'il y avait un besoin non pas de délégation, mais un besoin de formation. Et donc, le Grand Bain est devenu, au-delà du média d'éducation financière, un programme d'accompagnement qui forme les particuliers à devenir autonomes dans la gestion de leurs investissements. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai cette triple casquette, créateur de contenu autour de l'éducation financière, conseiller en gestion de patrimoine et formateur pour les particuliers qui veulent devenir autonomes dans la gestion de leurs investissements. Incroyable, c'est un très très beau parcours, c'est très inspirant. Je reviens sur, tu vas parler d'éducation financière. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose où à l'école, on devrait déjà nous l'apprendre, on devrait l'inculquer? Pas du tout. Est-ce que toi, tu as reçu une éducation financière déjà plus jeune ou ça t'est arrivé comme ça d'un coup au fil de l'eau? Comment ça se fait? Alors, je sais que tu as quand même du sang libanais qui coule dans tes gènes, donc forcément, je pense que le côté business et investissement, c'est plus ou moins ancré en toi. Mais à quel moment tu as senti justement que tu avais cette flamme-là et que c'est quelque chose qui te plaisait? L'éducation financière à l'école, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, hein, mais il n'y en a aucune aujourd'hui, indépendamment des études qu'on peut faire. C'est-à-dire que moi, j'avais fait une école de commerce, classe préparatoire. C'est censé être des études, on va dire, entre guillemets, d'élite, ou en tout cas des personnes qui, on sait, techniquement, vont gagner très bien leur vie plus tard, donc qui vont avoir ce besoin de gestion financière. Et j'en ai jamais reçu. On n'a jamais parlé, je disais plutôt, d'épargne, de finance, d'investissement. La seule finance dont on parle à l'école, c'est éventuellement la finance d'entreprise. D'accord, la comptabilité, ce genre de choses, mais ça n'a rien à voir avec la gestion des finances personnelles.
Et ce qui m'attriste le plus, c'est que, tu vois, à titre personnel, quand je me suis lancé dans ce projet d'éducation financière entrepreneuriale, j'ai contacté mon ancienne école pour leur proposer des interventions, pour leur proposer un cours dédié aux bases de l'éducation financière et de la gestion des finances personnelles. Tout ce qu'on a su me répondre, c'est désolé, c'est pas au programme. Je leur ai répondu, c'est bien pour ça que je viens vous voir. Mais ça n'a pas suffi et ça n'est pas allé plus loin. Donc malheureusement, aujourd'hui, il y a un circuit parallèle de l'éducation financière qui est en train de se construire à travers, ça peut être notamment les réseaux sociaux, différents formats, les podcasts, les newsletters, les vidéos YouTube. Et c'est très bien, tu vois, et vous y participez avec votre podcast, j'y participe aussi à ma petite échelle. Donc, il y a une émergence de ce circuit parallèle, mais c'est largement insuffisant. Et aujourd'hui, on le voit très bien, il y a encore des millions et des millions de Français qui n'entendent pas parler de ce sujet. Et certains qui s'en méfient, parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'arnaques sur Internet. Des gens qui veulent prodiguer des conseils, mais qui n'ont ni les habilitations, les accréditations, parce que ça reste quand même un métier assez réglementé, hein, l'investissement, la gestion de patrimoine à juste titre. Et donc aujourd'hui, il y a cette opacité autour de qui écouter, qui croire. Il y a de plus en plus de contenu, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas autour on rentre pas dans une certaine boulimie de l'information? J'entends A d'un côté, j'entends B de l'autre, j'entends C encore à côté. Finalement, on ne sait plus qui croire, et ça crée une certaine paralysie pour les particuliers. Et donc c'est ce que j'essaie de faire, d'apporter un petit peu plus de clarté, prendre un peu de recul, et non pas avoir un dogme autour de la solution parfaite, c'est la bourse, ou la solution parfaite, c'est l'immobilier, ou c'est les cryptos, comme malheureusement certains peuvent le partager. Non, moi j'essaie d'avoir cette approche un petit peu plus holistique, un petit peu plus patrimoniale justement. Et donc c'est à partir de là où je me suis dit, cette approche, c'est ce que je veux partager dans mes contenus. Et donc pour en revenir sur l'éducation financière, voilà, l'école zéro. Et par contre, comme tu l'as dit, effectivement, moi, mon père, c'est du côté de mon père, le côté libanais. Lui, il est entrepreneur, enfin, il a été entrepreneur, il est à la retraite aujourd'hui. Il m'a sûrement un petit peu partagé des bribes d'envie entrepreneuriale et aussi un petit peu de gestion financière. Mais je pense que ça vient vraiment de chacun. Malheureusement, je pense qu'il y a des parents qui sont assez axés sur l'éducation financière et qui vont pas forcément le transmettre aux enfants. Et à l'inverse, il y a des parents qui sont pas du tout axés éducation financière et les enfants vont prendre l'initiative. Donc je pense que il faut pas se reposer sur c'est une question générationnelle, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture. Non, je pense que chacun doit se responsabiliser et se dire, peu importe si mes parents m'en ont parlé, si mon école m'en a parlé, si mes proches m'en ont parlé ou non, je me responsabilise, je prends en main mon avenir financier et je me forme sur ce sujet. Et tu vois, je pense que tu connais Mathias Bacchino, tu sais, le directeur Europe de Trade Republic. Il parle d'un concept que j'aime bien, qui est celui de la blockchain de l'éducation financière. Dans le sens où, à partir du moment où toi, tu as commencé à te former à l'éducation financière, probablement, tu en as un petit peu parlé à tes proches, peut-être à ta famille. Et a fortiori, ces proches-là qui vont se dire, mais en fait, c'est super intéressant ce que Kevin m'a expliqué, ce que j'ai entendu sur YouTube ou ce que j'ai lu en newsletter. Eux-mêmes vont un petit peu en parler à des proches à eux. Et c'est ce que j'appelle finalement cette blockchain de l'éducation financière, c'est je me suis responsabilisé. J'ai pris cette responsabilité pour moi, mais aussi pour mes proches, que ce soit pour mes amis, ma famille, mais aussi peut-être le foyer que je suis en train de construire, ma conjointe, demain mes enfants. Et c'est en partageant ce que j'ai appris que je vais participer à créer une nation ou participer à ma petite échelle à apporter cette brique à l'éducation financière à grande échelle. Et je pense que ça profiterait autant à l'échelle individuelle pour chacun mieux préparer sa retraite ou mieux gérer ses finances, ne plus avoir de stress d'un point de vue financier, mais aussi à l'échelle collective, mieux faire circuler l'argent, stimuler l'économie, faire participer à l'économie réelle. Tous ces éléments-là, c'est fondamental et c'est aujourd'hui ma mission et je pense que c'est aussi un petit peu la tienne. Magnifique, incroyable. Si tu dois me partager les 3 erreurs à ne pas faire aujourd'hui quand on parle de gestion financière, si tu dois en sélectionner que 3, il y en a plein. Ouais. C'est quoi ton top 3? La première, c'est ce que j'appelle la technique de l'autruche. La technique de l'autruche, c'est ce que font malheureusement énormément de Français, c'est de ne jamais regarder leur compte courant et leur compte en banque.
Pas forcément parce qu'il n'y a pas d'argent dessus, au contraire, parfois c'est l'inverse, c'est justement parce que les gens gagnent très bien leur vie qu'ils se disent « bon, j'ai pas forcément besoin de m'y intéresser ou de passer du temps dessus ». Sauf que derrière, à faire cette technique de l'autruche, il y a un double problème. Soit d'un côté, c'est des personnes qui vont énormément dépenser pour des choses qui sont parfois inutiles, qui ne vont pas ni leur faire plaisir, ni participer à faire plaisir à d'autres personnes, ni être utiles concrètement pour leur vie personnelle ou professionnelle. Et donc là, ils passent à côté d'une capacité d'épargne qui pourrait leur apporter plus de sérénité ou leur permettre demain d'acquérir des choses ou assurer une retraite peut-être anticipée. Donc il y a énormément de bienfaits à générer une épargne. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui justement ne vont pas regarder leur compte et qui en fait se disent mais cet argent que je n'ai pas, je le dépense. Et ces revenus que ces personnes pensent avoir, si jamais elles ouvraient leur compte, elles verraient qu'en fait, à la fin du mois, elles sont à zéro, voire même elles sont dans le rouge. Et là, il y a des mesures urgentes à prendre, à mettre en place pour repasser dans le vert et retrouver une certaine stabilité financière. Donc la technique de l'autruche, c'est de ne pas regarder ses comptes. Et ça, c'est la première erreur. Parce que c'est, tu vois, moi, je prends souvent cet exemple. La meilleure façon de faire perdre du poids à quelqu'un, c'est de le faire se peser. T'es face à ta réalité, quoi. C'est les chiffres qui parlent. Et tu peux pas nier, et souvent ça apporte un électrochoc psychologique qui va faire prendre conscience à la personne de waouh, en fait je suis dans cette situation là, ça peut être trop dans le rouge ou ça peut au contraire être trop dans le vert. Moi je connais des personnes qui ont des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers d'euros sur leur compte courant, mais parce qu'elles ont un rejet, elles font cette technique de l'autruche, elles n'en font rien et elles laissent cet argent mourir face à l'inflation. On l'aura jamais appris aussi. On l'aura jamais appris, bien sûr. Mais bon, c'est justement en se renseignant et en se formant et en s'intéressant à ce sujet qu'on se dit il y a quelque chose que je pourrais faire des choses avec cet argent, des choses magnifiques pour moi ou pour mes proches. Et donc, c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc, première erreur pour moi, ça va être cette technique de l'autruche. La deuxième erreur, ça va être de penser que investir, ça n'est pas pour moi. Pour plein de raisons. Parce que c'est trop compliqué. Parce que c'est réservé aux riches. Parce que c'est extrêmement risqué. Il y a énormément d'a priori qu'on peut avoir au sujet de l'investissement. Et ces a priori-là, ils freinent les particuliers qui cherchent justement, ou qui devraient chercher à prendre en main leurs finances, mais qui se disent, non, en fait, je ne peux pas, ça n'est pas fait pour moi. Et très rapidement aujourd'hui, heureusement, grâce à plein de contenus sur Internet, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, avec des courtiers en ligne, on peut investir à partir de 1 euro. Aujourd'hui, avec de la diversification, en investissant que ce soit pour la partie bourse avec des ETF, pour la partie immobilier avec des SCPI, même en crypto-monnaie, on peut acheter des paniers de crypto. Donc, la diversification, elle permet de drastiquement réduire le risque. Pareil, en faisant du DCA, du dollar cost averaging, j'investis un petit peu chaque mois pour lisser mon prix d'entrée sur les marchés, ce qui va permettre d'éviter d'acheter juste avant un crack. Ou également penser que c'est extrêmement compliqué. Parce que ça, très rapidement, les gens pensent qu'il faut avoir un Master 2 en finance ou en gestion de patrimoine ou qu'il faut être un expert en finance pour investir, alors qu'aujourd'hui, en réalité, après quelques semaines, j'ai envie de dire même maximum quelques mois où on se renseigne un petit peu, on écoute des podcasts comme celui-ci, on lit des newsletters, où on peut également poser des questions à des personnes qui semblent s'y connaître un petit peu, que ce soit des professionnels certifiés, c'est mieux, mais sinon un minima auprès de son entourage, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus accessible qu'on ne l'imagine. Donc deuxième erreur, c'est penser que investir, ça n'est pas fait pour moi. Et la troisième erreur, je dirais, c'est d'avoir les connaissances. Donc je veux dire, ok, je sais que c'est accessible, je vois comment on fait, mais c'est exactement, c'est la procrastination. Combien de personnes, et ça me fend le cœur de voir des personnes qui, dans mon audience, me suivent peut-être depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, qui ont lu des dizaines, pour pas dire des centaines de newsletters, qui ont regardé des dizaines d'heures de vidéos YouTube, qui ont parfois même payé des programmes d'accompagnement, des formations, des centaines, des milliers d'euros, mais qui derrière ne se lancent pas. Par peur de faire une petite erreur, ou par peur de ne pas choisir le bon produit au bon moment, ou par peur de ne pas rentrer sur les marchés au bon moment. On peut trouver 1 milliard de justifications. Mais le souci, c'est qu'entre celui qui n'a aucune connaissance
et entre celui qui a toutes les connaissances du monde, mais qui ne passe pas à l'action, le résultat est le même. Donc finalement, on a passé énormément de temps à se former, on a parfois dépensé de l'argent aussi, mais le résultat final n'en est absolument pas amélioré. Et donc, il vaut mieux commencer petit, si jamais on a peur de faire des erreurs, commencer à mettre 10, 20, 50, 100 euros par mois sur certains produits pour ce que j'appelle un peu tremper le petit orteil, puis ensuite monter à la cheville, puis au genou, puis toute la cuisse, et ensuite se lancer dans le grand bain. Mais ça demande d'y aller progressivement pour certains. Certains n'ont pas peur, et tant mieux pour eux. Mais pour ceux qui aujourd'hui ont cette procrastination, cette peur de faire des erreurs, c'est en commençant petit qu'ils vont prendre confiance en eux et qu'ils pourront derrière passer à l'étape suivante et se lancer pleinement. Magnifique. C'est 3 erreurs que je partage à 100%. Parce que c'est un petit peu les 3 plus grosses d'ailleurs que tu as énoncées, qui font qu'après, ça fait des enchaînements d'erreurs, des erreurs à la chaîne finalement, et les personnes au final finissent dans le rouge. Elles sont pas éduquées. Et en fait, au final, elles ne passent pas à l'action. Et je pense que passer à l'action, c'est la chose la plus importante. Et penser qu'on ne peut pas perdre ou on veut tout faire pour ne pas perdre de l'argent dans l'investissement, je pense que c'est aussi une des plus grosses erreurs parce que tout le monde a envie de gagner tout le temps. Mais je pense que des fois aussi, c'est important de perdre. Et c'est quelque chose qui arrive, c'est naturel, encore plus sur les marchés financiers. Et c'est juste, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et si tu ne perds pas, tu ne peux pas gagner plus. À un moment donné, il faut aussi savoir perdre pour gagner un peu plus. Et c'est OK, en fait. Tu vois, mon tout premier investissement, c'était en 2017. À l'époque, j'étais encore étudiant. Et c'était le deuxième bull run crypto, Bitcoin, décembre 2017. Et à l'époque, Bitcoin, crypto, ça paraît extrêmement sombre, opaque, flou comme écosystème. Moi, je suis arrivé sur mes grands chevaux. Papa, il faut investir dans le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis non mais papa, tu comprends pas. C'est la technologie du futur, ça va être la monnaie universelle, etc. Donc je commence à lui expliquer tout ce que j'avais appris récemment ces dernières semaines sur le Bitcoin, qui à l'époque était autour des, je dirais, 3-4 000 euros de mémoire, et qui était en train de s'envoler. Et je lui dis, papa, il faut absolument investir. Je dis, écoute, moi j'avais un petit peu d'épargne, il dit, voilà, t'as un petit peu de sous, mets un petit peu d'argent dessus, puis tu verras bien, ça fera partie de ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est des leçons. Ok, super. Je me souviens à l'époque, j'avais mis de mémoire à peu près 1 000 euros. C'était une somme énorme, tu vois, pour moi à l'époque. Mais voilà, j'avais cette conviction, j'étais fougueux, génial. Ce qui est génial, je t'arrête là, mais déjà ton père t'a suivi dans ton idée. Ouais. Et déjà, c'est exceptionnel, parce que la plupart des gens aujourd'hui n'osent pas se lancer. Parce dès qu'ils veulent franchir le cap, tu as quelqu'un qui va te freiner, et ce quelqu'un, c'est souvent un membre de ta famille. Ouais. Et ça, on le voit très, très souvent. Donc déjà, bravo à ton père qui t'a vraiment poussé à le faire. Merci, papa. Mais on oublie trop souvent. Hein. Oui, non, mais des complètement. fois, c'est sur un détail, ça peut se jouer énormément. Il m'aurait dit non. Peut-être que du coup, je ne me serais pas lancé dans ce premier investissement et je ne me serais pas lancé tout court dans l'investissement. Et je ne serais pas du tout avec toi aujourd'hui. C'est ça. Donc, je m'étais dit, bon, on va faire cet investissement. Et en quelques semaines, c'est peut-être 2-3 semaines plus tard, le Bitcoin s'envole, il passe de 3-4 000 euros à 7 000, puis à 10 000, puis à 15 000. 15 000 ouais. Je dis, waouh, papa, t'as vu, c'est incroyable. Fast forward 1 mois plus tard, donc courant janvier, et le Bitcoin se crash à peut-être 2 ou 3 000 euros. Ouais. Dégoûté. Je dis à mon père, oh là là, papa, t'as vu, etc. Et là, il me dit, écoute, en investissement, tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas. La fameuse phrase. Je me dis, bon, ok. Et donc, il m'a dit, si jamais tu as une vraie conviction dans ce produit, cette technologie, ce sujet, voilà, c'est de l'argent, t'en as pas besoin à court terme, là, t'es pas dans le besoin. Donc, laisse-le tourner si tu penses que ça reprendra de la valeur plus tard, et tu verras bien. Commence donc le long bear market de 2018 jusqu'à 2020-2021. Donc, pendant plus de 2 ans, il s'est rien passé. C'était mais vraiment silence radio sur les marchés. La valeur de mon portefeuille vivotait à peine et j'étais en moins-value de, je sais plus, peut-être moins 40%, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas vendu. Et on arrive courant 2020-2021 avec le bull run suivant, où là,
ça s'est réenvolé. Je me souviens au moment où j'ai retrouvé la valeur initiale non, quand j'avais fait x2 du coup sur mon investissement initial, j'ai récupéré ma mise de départ et je me suis dit, bon, maintenant c'est que des profits qui tournent. Ça s'envole, tant mieux. Ça s'envole pas, c'est pas très très grave. Mais au moins j'avais sécurisé ma mise initiale. Et là, ce premier investissement, il m'a appris plusieurs choses. Mais il m'a surtout appris, donc notamment pas vendu, pas perdu, mais aussi la patience et l'importance de la conviction. Si jamais j'avais pas eu cette conviction par rapport à cette technologie et par rapport à cet écosystème des crypto-monnaies, j'aurais pu revendre. Et ça m'a vraiment appris que quand on s'est forgé une conviction par rapport à un certain produit, par rapport à un certain écosystème, c'est important d'y rester fidèle. Bien sûr, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et c'est important de savoir à un moment reconnaître quand on a investi dans... Bon, il y a énormément de crypto-monnaies qui se sont jamais relevées à plein de moments dans l'histoire. Mais quand on a une conviction forte sur une technologie ou sur un écosystème, c'est important d'y rester fidèle. Ça m'a aussi appris la gestion financière en me disant, cet argent, j'en ai pas besoin. Je vais pas investir de l'argent dont j'ai besoin à court terme parce que sinon, j'aurais pu être obligé de les revendre. C'est quelques fractions de Bitcoin, c'est Satoshi que j'avais. Et donc, on n'investit que de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Autre leçon fondamentale en investissement. 100%. Et après, les mois et les années ont passé. Les crypto-monnaies, j'ai trouvé ça très bien, mais je me suis aussi rendu compte qu'on ne peut pas faire reposer toute sa stratégie d'investissement sur un actif qui est aussi jeune et volatile. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus en détail à la bourse, qui est aujourd'hui plus devenue ma spécialité, et plus tard également à l'immobilier. Mais en tout cas, j'aurais pas investi dans le Bitcoin en 2017. Mon père ne m'aurait pas soutenu et j'aurais pas eu cette conviction forte et la patience d'attendre et de voir ce que ça allait donner. Tout ceci ne se serait pas passé. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, ça a été une belle réussite et tu as appris de belles leçons. Et je pense aussi la leçon que tu as apprise entre 2017 et 2020, c'est aussi potentiellement la prise de profit. Parce que tu as aussi fait du bénéfice en 2017. Complètement. Mais je pense que tu pensais que ça allait s'envoler jusqu'au ciel. À un moment donné, on se laisse avoir par nos émotions. On devient illogique aussi. On calcule plus de la même manière les choses quand ça commence à tout te sourire finalement. Et ça, c'est une très très belle leçon, je pense, que tu as apprise, qui t'a permis en 2020 ensuite d'encaisser, de prendre des bénéfices, de gérer plus sereinement tes finances. Mais c'est un très très beau partage. Tu parlais du grand bain, justement, il y a quelques instants. J'ai bien aimé l'explication très brève et subtile que tu as faite, mais pourquoi justement le grand bain? D'où ça t'est venu ce nom-là? Et quelle est ta mission aussi à travers ce podcast? Initialement, c'était uniquement un podcast. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à créer du contenu autour de l'éducation financière, c'était sur LinkedIn, parce que j'avais un ami qui m'avait recommandé de publier sur LinkedIn. Et surtout, à l'époque, j'étais encore salarié, donc c'était, on va dire, gérable mon emploi salarié et créer du contenu sur LinkedIn, ce qui n'a rien à voir avec un podcast qui demande ne serait-ce que beaucoup plus de temps ou des moyens financiers, ou même encore pire, des vidéos YouTube. Donc écrire des posts LinkedIn en parallèle de mon emploi, ça se faisait bien. Mais c'était assez limité dans les formats, dans la durée. Un post LinkedIn, c'est relativement court. Donc je pouvais pas exprimer toute ma créativité. Et j'aimais bien le format podcast parce que ça me permettait, d'une manière extrêmement égoïste, de pouvoir échanger avec des personnes avec lesquelles j'aimerais pouvoir échanger. Tu vois, pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis « Ah, je voudrais t'inviter sur mon podcast », moi, j'étais choqué au début des retours positifs que j'avais de personnes qui étaient relativement connues dans cet écosystème déjà à l'époque, alors que moi, j'étais inconnu au bataillon. Mais ça flatte un petit peu l'ego, puis ça permet de faire du contenu, etc., de repartager. Donc, finalement, les gens disent oui. Et donc, le format podcast, c'est hyper puissant quand on démarre, parce que y a ce côté audio, c'est long terme. C'est un format où on peut vraiment apporter beaucoup de valeur et ça permet aussi d'être proche, littéralement, de personnes qui ont, elles, déjà une certaine audience. Donc, j'ai commencé par créer un podcast, initialement vraiment pour moi. Et pour la petite histoire, ça devait peut-être, je voulais initialement l'appeler non pas le grand bain, mais le bon père de famille, parce que justement, je voulais prôner cette approche d'investisseur bon père de famille. Mais c'est une amie fille à moi qui m'a dit, c'est un peu, ça restreint un petit peu l'audience, les femmes elles vont pas du tout s'y retrouver, alors que moi au contraire je pense que autant les femmes, voire même plus, les femmes devraient s'intéresser que les hommes à ce sujet de l'investissement.
Et donc, je voulais éviter un côté un peu restreint aux hommes. Et donc, je me suis dit, bah, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ce sujet, au début, ça fait peur. Il faut y aller progressivement. Et puis, au bout d'un moment, il faut se lancer dans le grand bain. Donc, je me dis, bah, voilà, c'est un peu le début de la vie d'adulte, tu vois, autour des 24-25 ans, quand on sort des études. Et on a un peu le sentiment de prendre en main sa vie d'adulte, d'être sérieux. Et justement, bah, je trouvais que le grand bain reflétait bien ce côté allez, je me lance enfin, je prends en main mon avenir financier et je saute dans le grand bain. Incroyable, incroyable. Ça résume vraiment bien. En plus, le grand bain, c'est vraiment tu plonges dans le grand monde de l'investissement où tu vas découvrir pas mal de choses et tu te poses plein de questions. Et aujourd'hui, si on parle un petit peu chiffres, je connais aussi des entrepreneurs et c'est intéressant de savoir. Parle-nous un peu de chiffres par rapport au grand bain. Combien aujourd'hui tu as fait d'émissions? Est-ce que tu as réussi à récolter aussi derrière des leads? Parce que c'est aussi une stratégie d'acquisition qui se fait. Des personnes sont venues, ont été intéressées. Combien de personnes t'as accompagné aussi aujourd'hui à travers ton accompagnement qui s'appelle aussi le grand bain? Ouais, Du coup, programme le grand bain, ouais. Voilà, le programme Le Grand Bain. Dis-nous en plus sur ce côté-là. Oui, bien sûr. Alors, initialement, l'objectif de la création de contenu était vraiment, la mission, c'était démocratiser l'accès à l'éducation financière et à l'investissement. Et donc, c'était vraiment de donner les fondamentaux pour permettre à chacun de se lancer. Sauf que, tu le sais aussi bien que moi, on peut te donner tous les conseils du monde. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne passeront pas à l'action et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le programme d'accompagnement. C'est pas une formation asynchrone avec des PDF ou juste des vidéos. Non, il y a un véritable suivi au quotidien pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend vraiment des profils. Mais on accompagne les personnes main dans la main pour s'assurer qu'elles ont bien, acquis les compétences et les connaissances nécessaires à la bonne gestion de leurs investissements, et 2, qu'elles soient passées à l'action en passant leurs ordres, en ayant ouvert leur compte chez les différents courtiers. Donc le programme d'accompagnement du Grand Bain, aujourd'hui, il y a à peu près 400 membres, un petit peu plus de 400 membres qu'on a accompagnés. Et donc ça, c'est sur la partie formation, accompagnement. Et après, sur la partie gestion de patrimoine, moi, c'est un petit peu plus restreint. J'essaie de garder vraiment, d'être très, très proche de mes clients. Donc, j'ai une 50aine de clients aujourd'hui en gestion de patrimoine. Donc ça, c'est vraiment sur la partie entrepreneuriat. Sur la partie création de contenu, combien d'émissions j'ai fait, je ne saurais même pas te dire. Je pense qu'il y a... en termes de... Maintenant, c'est un peu mélangé entre les vidéos YouTube et le podcast, vu que je fais les deux en parallèle. Mais doit y avoir pas loin plus d'une cinquantaine, entre une cinquantaine d'épisodes de podcast. Et puis si on compte aussi les vidéos YouTube, on doit être à plus de 80, je pense. 80-90. Trop bien. Donc toi, si je résume bien, tu as un accompagnement où tu vas aider les gens à devenir autonomes, et à mettre les choses en place d'eux-mêmes, ou juste tu vas les booster, quoi, hein, entre guillemets, tu vas leur permettre de se bouger à le faire. Et ça, c'est très important. Hein, tu fais très bien de le rappeler, c'est que les gens aujourd'hui, d'ailleurs, des chiffres qui sont sortis, hein, ils sont connus. Plus de 80% des gens qui achètent une formation simple, je ne parle pas d'accompagnement, une formation, ne durent même pas 2 semaines dessus. Bien et sûr. Après, ils s'en lassent assez vite. Mais d'un autre côté, tu as aussi donc, la casquette de CGP, gestionnaire de patrimoine. Comment ça t'est venu l'idée déjà de faire ce métier-là? Tu t'es dit, c'est le bon métier, parce que tu pouvais t'en passer. Et puis surtout, ces 50 clients qui aujourd'hui viennent te voir pour tes services en tant que CGP, pourquoi ils viennent te voir exactement? Est-ce qu'eux aussi, ils ont cette envie de comprendre? Pas du tout. Est-ce que c'est vraiment 2 styles de personnes différentes? Ou est-ce que tu peux être dans les deux, finalement, dans les 2 cases, apprendre à vouloir le faire tout seul et aussi te faire accompagner? Parce que je pense que beaucoup ont envie d'être rassurés en étant à côté d'un expert comme toi, qui sachent les guider correctement malgré leurs connaissances. C'est une très bonne question, et c'est vrai qu'il y a cette réflexion autour de est-ce que j'ai envie de déléguer la gestion de mes investissements ou est-ce que je veux les gérer en autonomie? C'est vraiment pour répondre à ces 2 questions que j'ai ces 2 offres aujourd'hui. Initialement, le cabinet de gestion de patrimoine, ça a existé. Je l'ai créé avant le programme du Grand Bain. Parce que quand j'ai quitté mon cabinet de conseil, j'avais pas en tête ce côté formation, je savais même pas que ça existait, et c'est surtout, je voulais un peu rester, on va dire, fidèle à ma casquette de bon élève que j'ai eue toute ma vie, et quand je me suis posé la question de, ok, je suis intéressé par l'investissement et les finances personnelles, quel est le métier sérieux
que je peux faire pour exercer cette activité, ce qui est venu très rapidement, c'est la gestion de patrimoine. Sure. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord créé le cabinet de gestion de patrimoine, que j'ai eu quelques clients qui au début, sont très clairs, c'était des proches à moi, c'était des amis, c'était des anciens camarades de classe, c'était des anciens collègues du cabinet de conseil. Donc c'est vraiment dans mon entourage proche, ces premiers clients. Et après, quand j'ai créé le contenu et que des personnes venaient me voir en me disant qu'elles voulaient être formées, c'est là que j'ai créé le programme d'accompagnement. Et en fait, les deux synergisent plutôt bien, dans le sens où même si on souhaite être autonome dans la gestion de ses investissements, il y a malgré tout l'accès à certains produits, certaines stratégies d'investissement qui nécessitent de passer par un gestionnaire de patrimoine. Je vais prendre un exemple très simple, ça va être soit des produits comme du private equity. Aujourd'hui, le private equity, mis à part certains produits qui sont à moitié du private equity, qui sont accessibles à travers des assurances vie par exemple, le private equity qu'on va qualifier plutôt d'institutionnel, un particulier ne peut pas aujourd'hui contacter directement un cabinet, un fonds de private equity et dire je voudrais acheter des parts ou des produits chez vous. Il doit passer par un gestionnaire de patrimoine qui doit s'assurer de plusieurs choses, notamment est-ce que le client est averti dans le sens est-ce qu'il a un certain patrimoine, est-ce qu'il n'est pas en train de mettre des sommes trop importantes, etc. par rapport à sa sensibilité au risque. Donc il y a toute une due diligence à réaliser autour du profil du particulier avant qu'il ait accès à ces fonds de private equity. Et donc mes clients sur la partie formation qui souhaitent investir en gestion en private equity, finalement on bascule dans cette offre hybride où ils savent gérer en autonomie tout ce qui va concerner la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, mais sur tous les produits, on va dire, de private equity, ils doivent passer par un gestionnaire de patrimoine. Et le fait que j'ai cette casquette, ça permet de continuer à travailler ensemble. Autre exemple, ça va être sur la partie fiscalité aussi. Il y a des produits de fiscalité qui ne sont pas forcément accessibles ou qui sont plus difficilement accessibles pour les particuliers. Et donc, travailler avec un gestionnaire de patrimoine, ça permet de s'assurer, OK, est-ce que je fais les bons calculs? Est-ce que par rapport à ma tranche marginale d'imposition, je ne suis pas en train de défiscaliser des choses en trop ou pas assez? Voilà. Il y a besoin d'accompagnement parce que ça reste tout de même un métier à part entière, la gestion de patrimoine. Et même si, je pense, pour 80% des fondamentaux, des bases qui sont nécessaires pour avoir une bonne gestion financière, un particulier peut être autonome sur ces sujets-là. Pour les 20% restants, pour l'optimisation, pour la fiscalité, pour le private equity, il y a besoin d'un gestionnaire de patrimoine. Et donc d'avoir ces deux cordes à mon arc, ça me permet d'être versatile et de répondre à tous les besoins de mes clients. Très clair. Et puis, c'est aussi ces 20% restants qui peuvent apporter du résultat autant que les 80 qu'une personne peut acquérir. Parce que c'est souvent dans ces détails-là de fiscalité, d'optimisation, où en fait ça peut faire toute la différence. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est énorme. Moi, j'ai beaucoup appris sur tout ce qui était optimisation, que ça soit fiscal, mais aussi de plein d'autres sujets, de ton temps, de la façon de travailler, d'investir, etc. Les choix qui tournent autour de l'optimisation sont juste cruciaux et c'est là où oui, ton métier fait totalement sens. Je ne savais pas par contre que tu ne pouvais pas investir en private equity sans passer par un CGP. Je pensais que tu pouvais aussi le faire en perso, du coup. Tu peux le faire à travers certains types de produits qui ne sont pas des fonds de private equity, on va dire, traditionnels. Ça va être c'est ça, en fait, ça va être des fonds qu'on va qualifier plutôt d'hybrides, où il y a un petit peu de private equity, mais il y a aussi de la dette privée, puis il y a un petit peu d'immobilier dedans, et puis un petit peu d'obligations. Donc, c'est un peu un melting pot de produits, mais on perd la dimension diversification ou décorrélation des marchés financiers, qui est un des intérêts principaux du private equity, soyons clairs. C'est justement de se décorréler des marchés financiers. Les fonds de private equity, on va dire traditionnels, qui sont souvent accessibles à partir de 100 000 euros. 100 000 euros, pourquoi? C'est pas pour embêter les gens, c'est parce que c'est l'autorité des marchés financiers qui met en place des règles pour limiter l'accès à ce type de produit à des petits porteurs. Et donc derrière, il faut que le patrimoine financier d'un particulier soit autour de, par exemple, 400 500 000 euros, d'accord, pour qu'on puisse y allouer 20-25% maximum du patrimoine, mais il faut absolument pas qu'un particulier se retrouve à mettre 100 000 euros et que son patrimoine soit de 100 000 euros parce qu'il y a des contraintes de liquidité sur le private equity qui font que ça ne serait absolument pas pertinent, ça serait même très dangereux pour un particulier d'investir la majorité de son patrimoine dans du private equity. Alors juste pour revenir sur le private equity, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un mot anglais, mais concrètement c'est quoi? C'est investir en fait non pas sur les boîtes en bourse, mais sur les boîtes qui ne sont pas cotées en bourse. Exactement. Donc pour revenir sur ce sujet-là. Et c'est aussi une des classes d'actifs les plus performantes. Je crois qu'en moyenne, on est aux alentours de 15% annuels si on globalise
sur les différents fonds de gestion, Ouais, etc. avec un TRI, le taux de rendement interne brut. Oui. Voilà, et après, derrière, il faut retrancher les frais du fonds qui peuvent varier de 1, 2, 3%, ça dépend des fonds. Les TRI cibles pour net de frais des fonds de private equity, on va varier effectivement entre 11 et 15%, voilà, selon les fonds, avec évidemment toujours le lien entre la corrélation rendement-risque. Donc si on va aller chercher un TRI cible de 15%, on va plutôt se positionner sur des fonds de private equity qui investissent dans ce qu'on appelle du venture capital, c'est-à-dire des startups. Forcément, on va investir peut-être dans le prochain Airbnb, Spotify, on va peut-être faire x1000, mais on va aussi peut-être faire x0 parce que la boîte a fait faillite. 100%. Donc ça, c'est où là, on va aller chercher des multiples très élevés. Et sinon, on va plutôt aller vers du LBO, donc du leverage buyout, donc des entreprises plus matures, plus établies, sur lesquelles on va chercher des multiples plus faibles, un petit peu plus faible. Au lieu d'être à 15, on sera peut-être à 12. Donc bon, ça reste quand même très très bien. Mais derrière, le niveau de risque est quand même bien moindre parce que l'entreprise est déjà établie, a déjà une base client, a déjà une présence géographique importante. Voilà. Incroyable. Aujourd'hui, on revient sur l'investissement. On est en plein dedans, mais on va revenir sur le sujet de l'investissement à proprement parler. Toi, tu as commencé donc par les cryptos, finalement. Ça a été ta porte d'entrée. Aujourd'hui, comment tu te structures par rapport à tes investissements? Je sais que tu as fait le choix d'aller un peu plus vers la bourse. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intrigué? Qu'est-ce qui fait que tu t'es détaché du milieu de la crypto un petit peu pour élargir tes compétences en bourse? Et quel est l'intérêt finalement de tout ça? Ouais. Ma stratégie d'investissement, elle est relativement simple. Déjà, il faut, je pense, rappeler l'approche patrimoniale qui est selon moi la bonne approche quand on réfléchit à construire sa stratégie d'investissement. C'est ce qu'on appelle le goal-based investing, l'investissement par objectif. Une stratégie d'investissement n'a aucun intérêt, n'a aucune valeur, n'a aucune pertinence si elle n'est pas liée à un objectif précis. Exemple, préparer ma retraite dans 30 ans, 35 ans, je voudrais avoir 2, 3, 4 000 euros de revenus passifs. Ça peut être préparer les études, financer les études de mes enfants dans 15 ans. Ça peut être faire un apport pour ma résidence principale dans 5 ans. Ces 3 objectifs que je viens de citer sont tellement différents que si quelqu'un a une seule et même stratégie pour chacun de ces objectifs, il fonce dans le mur. Soit il va prendre un niveau de risque beaucoup trop important par rapport à son horizon d'investissement, soit au contraire, il va prendre un niveau de risque et donc un rendement cible beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il pourrait se permettre. Donc la bonne approche, selon moi, c'est d'avoir une stratégie par objectif. Exemple, acheter ma résidence principale et faire un apport de 20 000 euros, par exemple, dans 3 ans. L'horizon d'investissement, il est beaucoup trop court pour prendre quelque risque que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va uniquement faire de l'épargne sur des livrets sécurisés, livret A, LDDS, LEP éventuellement. Pourquoi pas peut-être du fonds euro, si ces livrets sont déjà pleins. Ici, le rendement cible, il va être très faible, mais en tout cas, le capital, il est garanti, il est sécurisé, et surtout, ça va être très liquide. Je dois pouvoir récupérer l'argent à tout moment. Là, je dirais, c'est une super stratégie de faire ça pour cet objectif. On ferait cette même stratégie pour préparer sa retraite dans 35 ans. Je dirais, on est à côté de ses pompes. Parce que derrière, on pourrait prendre un niveau de risque un petit peu plus important et donc aller chercher un rendement cible plus important. Et si on fait travailler son argent non pas à 3%, mais à 5 ou 7 ou 9%, sur un horizon de temps comme celui-ci de 10, 20, 30 ans, bah, la différence de capital final, elle se chiffre en dizaines, pour ne pas dire en centaines de milliers d'euros. Et donc là, je dirais, effectivement, il faut avoir une stratégie beaucoup plus dynamique. Pour une stratégie beaucoup plus long terme, on va chercher quelque chose d'assez diversifié, placé sur des actifs dynamiques comme les actions. On peut rajouter du private equity, on peut rajouter des crypto-monnaies, on peut apporter un petit peu de maîtrise de la volatilité avec des obligations, avec pourquoi pas du crowdfunding immobilier. On va également apporter une touche de sécurité avec peut-être du fonds euro, de contrats d'assurance vie. Et là, je dirais effectivement, on a une bonne stratégie, plutôt dynamique, majorité sur des actifs dynamiques avec des actions, de l'immobilier, du private equity. Et ensuite, à mesure que cet horizon d'investissement se réduit, à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, on va faire ce qu'on appelle de la sécurisation progressive, où on va diminuer le poids des actifs risqués dans son portefeuille pour arbitrer vers des actifs plus sécurisés. Et l'idée, c'est de se retrouver progressivement, j'ai envie de dire à 1 an, 2 ans, 3 ans de son objectif, avec une majorité de sa stratégie, de son portefeuille, qui est en actifs sécurisés, pour éviter que, exemple, si je veux financer les études de mes enfants dans 18 ans, je suis 100% action aujourd'hui, génial.
Si jamais je suis 100% action à 6 mois ou à 1 an des études de mes enfants et qu'il y a une crise financière et que mon portefeuille il fait moins 50%, ah bah désolé les enfants, vous irez à l'école l'année prochaine. On veut éviter ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'on fait de la sécurisation progressive. Donc ça, c'est ma philosophie, c'est ce que je transmets dans mes contenus, c'est ce que je transmets dans mon programme d'accompagnement et c'est ce que j'applique aussi à titre personnel pour moi et pour mes clients dans mon cabinet de gestion de patrimoine. Et donc, quelle est ma stratégie d'investissement aujourd'hui pour mes objectifs? Alors, j'ai plusieurs objectifs, mais si on s'intéresse au très long terme pour le dynamique, pour faire simple, aujourd'hui, mon patrimoine, il se compose en majorité, c'est-à-dire à peu près 55% d'actions, quasi exclusivement des ETF, d'accord? Je pourrais rentrer dans les détails de pourquoi les ETF. Il y a environ 25% d'immobilier, majoritairement aujourd'hui à travers des SCPI, donc ça nous fait déjà du 80%. Et ensuite, il y a 10% de private equity et 10% de crypto-monnaie. Je n'ai pas pris en compte ici la partie sécurisée avec l'épargne de précaution, les livrets, etc. Mais en tout cas, sur tout ce qui va être investissement dynamique, ça, c'est une composition que je juge diversifiée, adaptée à mon horizon d'investissement, adaptée à mon niveau de risque et adaptée surtout à mon envie de dynamiser ce capital-là. Et avec cette stratégie, c'est quoi ton horizon justement L'horizon d'investissement? Cet horizon d'investissement, il est aujourd'hui de plus de 30-35 ans. 30-35 ans, ok, Ouais. oui, c'est vraiment assez long terme. Ouais. D'où les 10% sur les choses les plus risquées. Exactement. C'est pour juste mettre un peu de peps au Exactement. portefeuille. Et après, donc, tu as choisi principalement des ETF. Ouais. C'est potentiellement un très bon choix. On entend beaucoup de bien par rapport à ça. Certains ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux l'expliquer et nous dire pourquoi tu vas plus opter pour des ETF plutôt que faire du stock picking où tu vas aller toi-même cibler certaines entreprises? Ouais. Un ETF, c'est quoi? ETF, c'est l'acronyme de Exchange Traded Fund. C'est simplement l'équivalent d'un panier d'actions. Donc, c'est un produit d'investissement qui est coté en bourse, comparable à un panier d'actions. Il y a par exemple un ETF CAC 40. En achetant une part d'un ETF CAC 40, c'est comme si j'achetais une fraction des 40 entreprises de l'indice du CAC 40. Et donc, ça permet de s'exposer de manière diversifiée à un grand nombre d'actions, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient sectorielles. Il y a des paniers d'entreprises d'un même secteur, il y a des paniers d'entreprises d'une même géographie, il y a des paniers d'entreprises extrêmement diversifiés. Un des ETF, un des indices boursiers les plus diversifiés, c'est par exemple le MSCI ACWI IMI. Alors désolé pour l'acronyme un petit peu barbare, mais c'est un indice boursier qui regroupe 99% de la capitalisation boursière mondiale. Dedans, il y a des entreprises des pays développés, il y a des entreprises des pays émergents, il y a des entreprises de grande capitalisation, il y a des petites capitalisations. Donc il y a vraiment quasiment tout, on va dire, dans cet indice-là. Il y a plus de 9000 entreprises. Et donc, l'intérêt premier des ETF, c'est déjà cet aspect diversification. Je fais une transaction, je m'expose à des centaines ou voire des milliers d'entreprises différentes. Le deuxième intérêt des ETF, c'est notamment les frais. On le sait, les frais, c'est l'ennemi numéro 1 de l'investisseur. Réduire les frais, c'est mécaniquement améliorer sa performance nette. C'est la façon la plus simple d'améliorer son rendement, ses performances. C'est pas d'aller chercher plus de risques, c'est pas d'aller chercher des actions particulières ou d'investir dans des cryptos, etc. Non, c'est simplement, tu diminues tes frais de 1%, tu améliores ta performance nette de 1%. Et aujourd'hui, les ETF, c'est des produits qui sont très peu chargés en frais par rapport aux produits de gestion active. On compare souvent les ETF, on dit que c'est plutôt les produits de gestion passive. Il y a des ETF actifs, mais c'est autre chose. Et il y a des fonds de gestion active. Pour donner un exemple, quand on va aujourd'hui voir son banquier, on lui dit je voudrais investir en bourse. Il ne va pas forcément acheter des entreprises individuelles, des actions, du stock picking, comme tu disais. Il va passer par des OPCVM, des fonds de gestion active qui, eux, vont sélectionner les entreprises. Ces fonds de gestion active, ils ont des frais de l'ordre en moyenne de 2,5% par an. À titre de comparaison, les ETF, les frais de gestion, ils sont en moyenne de 0,3% par an. C'est énorme. Donc si, toutes choses égales par ailleurs, on compare la performance de deux produits qui font exactement la même chose, mais l'un est un ETF et l'autre est un OPCVM, la différence de performance, elle sera de plus de 2 points. Et 2 points sur 10, 20, 30 ans, ce sont des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers d'euros en plus dans la poche de l'investisseur. Donc quand on est un investisseur particulier, qu'on veut investir en bourse, qu'on n'a pas forcément les compétences pour sélectionner, faire du stock picking, faire de l'analyse de bilan, des comptes de résultats, et qu'on veut investir de manière diversifiée à moindre frais, les ETF aujourd'hui sont
le produit à privilégier. Tout simplement. Top 3 des ETF? Top 3 des ETF, bah, c'est vrai que ça va dépendre un peu de son horizon, de son appétence, du reste de son portefeuille. Mais on va probablement pas viser trop à côté en s'exposant à un ETF MSCI World, donc qui regroupe aujourd'hui à peu près 75-80% de la capitalisation boursière mondiale, mais qui est très concentré sur les États-Unis. C'est à peu près 70% des États-Unis, le MSCI World aujourd'hui. Un ETF S&P 500. Ça, bon, S&P 500, les 500 plus grandes capitalisations américaines. Pareil, bon, là, c'est 100% américain. Mais aujourd'hui, les marchés financiers sont drivés, la performance des marchés financiers sont drivés par ce qu'on appelle les Magnificent Seven, les 7 entreprises technologiques, Apple, enfin les GAFAM, notamment, Google, Amazon, Facebook, etc. Et donc, s'exposer à un ETF S&P 500, ça reste quand même quelque chose d'assez solide. Warren Buffett, il l'a dit à son décès, quand il décédera, il a demandé à ce que tout son patrimoine qui reste dans la famille soit investi à 90% en ETF S&P 500. Je simplifie, je ne rentre pas dans les détails ici, et à 10% en obligations, en bons du trésor américain. Si Warren Buffett, qui a quand même amassé une fortune de plusieurs centaines de milliards de dollars et qui a construit Berkshire Hathaway, qui est un des fonds d'investissement aujourd'hui les plus performants au monde de l'histoire, et que lui voudrait que sa fortune soit investie à 90% dans un ETF S&P 500, bon, on va probablement pas viser trop à côté en faisant quelque chose de similaire. L'écouter un petit peu, quoi. C'est probablement pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent « Mais non, mais on ne gère pas du tout un patrimoine de plusieurs milliards de la même façon qu'on gère un patrimoine de plusieurs milliers d'euros. » Et c'est vrai, mais dans la pratique, quand on regarde les alternatives qui existent aujourd'hui à ce type d'investissement en ETF, en réalité, les alternatives sont soit 1, beaucoup moins rentables, ou 2, beaucoup plus risquées. Donc, même si c'est pas parfait, aucun investissement n'est parfait, ça reste bien mieux que tout le reste. Bien sûr. Et peut-être le dernier ETF, si on devait aller apporter un petit peu de diversification, ça serait les marchés émergents. Aujourd'hui, les marchés émergents, c'est une classe d'actifs, c'est donc les actions des entreprises des marchés émergents. C'est un peu délaissé par les investisseurs particuliers, à tort. Pourquoi ? Parce que sur les 10 dernières années, la performance des marchés émergents, elle a été extrêmement faible par rapport à celle des pays développés. D'accord ? Si on regarde les pays développés, sur les 10 dernières années, on est autour des 10% de performance annualisée. Si on regarde celle des marchés émergents, on est plus autour des 3-4%. On se dit, pas vraiment envie d'investir dans les pays développés. Sauf que avoir cette réflexion et prendre des décisions en fonction de ce constat, c'est subir un biais psychologique, un biais comportemental en investissement qui est le biais de récence. Le biais de récence, c'est le biais qui nous pousse à croire que ce qui était vrai hier continuera à l'être demain. Or, les pays développés, lorsqu'on prend plus de recul que les 10 dernières années, quand on regarde sur les 20, 30, 40 dernières années, ils ont en réalité une performance annualisée supérieure à celle des pays développés. Parce qu'il y a des perspectives de croissance aussi plus importantes. C'est-à-dire que les États-Unis, la capitalisation des États-Unis fasse fois 500, il y a peu de chances que ça arrive. Que la capitalisation, n'importe quoi, de l'Inde fasse fois 500, peut-être. Je ne dis pas que ça arrivera. Mais c'est déjà plus probable. Et donc, en réalité, il y a des perspectives de croissance qui font que les pays développés, certes, ce n'est pas ce qui drive la performance des marchés financiers aujourd'hui, mais ajouter 5, 10, 15% de son portefeuille, allouer ce pourcentage aux pays développés, à un ETF, par exemple, marché émergent, c'est on va dire une touche de diversification que je trouve très sage. Magnifique. Si on doit revenir sur ton plus grand échec dans l'investissement et ta plus grande réussite, lesquels te viennent directement à l'esprit ? On s'en souvient toujours dans tous les cas. Ouais, bah pour le coup, le plus grand échec... alors je parlerai peut-être pas d'échec, mais c'est vrai que je pense tout de suite à l'histoire du Bitcoin où en fait, j'avais acheté juste avant un pic. Donc pour moi, ça avait été une erreur de mettre déjà en one shot, pas faire un DCA, dollar cost averaging, donc le fait d'investir une petite somme. Si je devais me remettre à la place du Charles Elias de 2017, c'est vrai qu'au lieu de mettre peut-être 1000 € d'un coup, j'aurais peut-être mis 200 € par mois pendant 5 mois. Et donc là, tout de suite, certes, j'aurais un petit peu moins profité de la croissance fulgurante qui est survenue en décembre, mais j'aurais surtout beaucoup moins subi la chute qui est ensuite arrivée.
Je reviens sur un point par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de DCA et qu'il est parfois bien de fragmenter son investissement. Et moi aussi, je partage beaucoup cette idée-là. Mais dernièrement, j'ai entendu quelque chose, une étude en tout cas qui a été faite et qui a analysé un petit peu les différentes façons de faire. Mais il serait beaucoup plus intéressant, et j'aimerais savoir connaître ton avis là-dessus, mais en réalité, il serait beaucoup plus intéressant dans la majeure partie du temps d'investir ce que tu peux le plus possible immédiatement. Parce que sur un horizon long terme, on parle de long terme, pas court et moyen terme, ça sera quand même beaucoup plus intéressant pour toi d'être positionné tout de suite et avec le plus possible, que sur un horizon très long terme, tu seras forcément beaucoup plus gagnant que de lycée, vu qu'on fait que monter, enfin les marchés financiers font que augmenter avec le temps. Qu'en penses-tu ? Alors, ça c'est vrai à cause de la, on va dire, caractéristique intrinsèque des marchés qui est cette tendance haussière sur le long terme. Donc mathématiquement, si j'investis plus tôt, sur du long terme, je vais plus gagner. Et ça, c'est renforcer ce principe-là, cette vérité, par l'inflation. Parce que tout le capital, si jamais j'ai aujourd'hui, par exemple, 10 000 euros et que j'investis 1 000 euros par mois pendant 10 mois, pendant 9 mois, 8 mois, 7 mois, 6 mois, etc., j'ai du capital qui est resté sur peut-être un compte courant ou en tout cas qui n'a pas travaillé, qui a donc subi l'inflation. Et donc, mécaniquement, j'aurais moins gagné, 1, parce que ça n'aura pas travaillé, mais 2, parce que ça aura en plus subi l'inflation. Donc c'est une double peine de ne pas faire ce qu'on appelle du lump sum. Lump sum, c'est le fait d'investir son argent d'un coup, par rapport au DCA, au dollar cost averaging. Mathématiquement, c'est très vrai. Psychologiquement, c'est un calvaire. C'est-à-dire que tous mes clients, que ce soit en gestion de patrimoine ou dans le programme d'accompagnement, je l'explique, cette étude-là, je la connais par cœur, et je l'explique ce phénomène. Le lump sum est mathématiquement, théoriquement plus rentable que le DCA, pour ce qu'on vient d'expliquer. Le problème, c'est que pour des investisseurs particuliers, notamment débutants, qui n'ont jamais investi, que ce soit en crypto, en immobilier ou encore pire en bourse, où la volatilité peut être très importante, si on a une somme importante à investir et qu'on l'investit d'un coup, et que derrière, une semaine, un mois, un an après, on a une crise financière et que notre patrimoine, notre capital investi subit une chute de 30, 40, 50%, ce qui est une chute possible sur les marchés financiers, c'est déjà arrivé et ça continuera d'arriver. Pour un investisseur particulier qui n'a jamais investi, c'est un choc. C'est plus qu'un choc, c'est un traumatisme. On sent le vécu de certains clients. Oui, complètement. C'est justement pour protéger ceux que j'accompagne, mes clients et même plus généralement mon audience, de ce traumatisme potentiel que je recommande aux investisseurs particuliers débutants sur les marchés financiers, que ce soit en bourse ou même en crypto-monnaie, de commencer avec du DCA. Parce que ce qu'ils attendent en termes de performance, si jamais ça se réalise, et finalement, ils sont un peu contents en se disant « Ah, ce que j'avais prévu, ça s'est bien passé. » Par contre, si ça se passe mal, ça se passe très mal pour eux. Et là, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut paniquer, on peut ne plus dormir, et surtout, on peut vendre sous le coup de la panique en se disant « J'ai pas envie que ça continue encore plus à baisser. » Et ça, c'est probablement la pire chose qu'un investisseur peut faire. C'est de paniquer au moment où il y a une chute des marchés et de revendre et de se retrouver en moins-value avec du capital qui, en réalité, aurait repris en valeur dans le temps. Donc oui, pour te répondre, le DCA est un petit peu moins rentable que le lump sum, mais c'est en réalité beaucoup, beaucoup plus adapté aux investisseurs débutants. Trop bien. En tout cas, merci pour cette explication, parce que c'est vrai que j'avais vu ces deux études-là et parfois on entend que le DCA c'est bien, parfois on se dit il faut tout mettre d'un coup. Donc ça dépend en fait au final aussi de la personnalité de la personne en face, son profil d'investisseur qui parfois peut faire une grosse différence. Mais c'est vrai que dans 95% du temps, si ce n'est plus, il est beaucoup plus simple mentalement, psychologiquement de lisser son investissement et de s'adapter aussi à ce nouveau monde. Je pense qu'à un moment donné, quand tu deviens un peu plus aguerri, tu sais que ça te touche moins, ça t'impacte moins, parce qu'aujourd'hui, tu ne calcules plus, tu arrives à maîtriser tes émotions. Et ça, c'est la chose la plus importante. Les particuliers, pour terminer là-dessus, mais ne réalisent pas à quel point la gestion des finances personnelles, de l'investissement, de l'argent, c'est de la psychologie. À fond.
Que ce soit dans ce qui les bloque à se lancer, C'est ça. mais ce qui aussi peut derrière leur faire prendre des décisions néfastes pour leur patrimoine, d'être trop bullish, de prendre trop de risques, ou au contraire de ne pas en prendre assez, de paniquer au moment où il y a une crise et de revendre. L'argent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus psychologique qu'on ne l'imagine. Et c'est en réalité en se détachant de ses émotions et en ayant l'approche la plus lean et la plus calme possible qu'on devient un bon gestionnaire de ses finances. 100%. Et c'est très, très dur. C'est très dur, même pour quelqu'un d'aguerri, ça peut être parfois compliqué, où les émotions reviennent à la charge. C'est très dur, et encore plus, pourquoi l'intérêt de se faire accompagner est très important. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois aussi à travers mes clients, et toi aussi, je pense à travers les tiens, c'est que quand ils arrivent, ils ne savent rien. Une fois qu'ils ont compris, ils ont appris, ils savent pourquoi demain ils se prennent un moins 20% sur le portefeuille, ils comprennent le pourquoi du comment. En fait, la réaction elle est complètement différente de quelqu'un qui n'a jamais été éduqué là-dessus, qui a fait un pari plus que de l'investissement et qui se prend un moins 20% et qui lui va vraiment ne pas comprendre le pourquoi du comment et paniquer. Et je vois vraiment cette différence-là. Donc l'éducation financière, on en revient dessus, très importante, savoir pourquoi j'investis et pas non plus juste suivre bêtement et comprendre les mécaniques du marché. Et quand on sait pourquoi on investit, c'est là où on peut derrière avoir beaucoup plus de motivation déjà à épargner. Quand on épargne et qu'on investit pour voir un chiffre grossier sur un compte en banque, on perd l'intérêt. Exactement, et c'est pas très motivant. Par contre, quand on sait qu'on investit pour financer les études de ses enfants, qu'on investit pour préparer sa retraite, qu'on investit pour acheter la maison de ses rêves, ah bah là tout de suite, on est beaucoup plus motivé, on est beaucoup plus assidu, et on va atteindre nos résultats de manière beaucoup plus certaine. Avoir un objectif. Moi, je le dis tout le temps, c'est comme l'investissement, c'est comme si tu prends la route. Si tu prends la route et que tu roules, mais tu ne sais pas où tu vas, tu peux rouler longtemps, à un moment donné, ça va être chiant, ça va te saouler, tu vas t'arrêter et ça va te dégoûter. Mais si tu as un objectif, tu as un GPS, en fait, tu mets ta destination finale, en tout cas, ou une étape de cette destination, parce qu'à chaque fois, tu vas booster tes objectifs. Forcément, tu y vas beaucoup plus vite déjà, de façon beaucoup plus efficace. Tu perds moins de temps, moins d'argent et c'est beaucoup plus agréable. Le chemin est beaucoup plus sympa à faire. Exactement. Donc, moi, je fais souvent ce rapprochement. Je sais qu'il y a différentes méthodes dans l'investissement, des méthodes plus ou moins connues, plus ou moins généralisées. Parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a des grosses méthodes qui s'adaptent à la majeure partie des gens. Surtout quelqu'un qui aujourd'hui ne peut pas se former pour X raisons, n'a peut-être pas envie, appréhende ou n'a pas l'argent pour pouvoir aussi passer à l'action immédiatement. Mais quelles sont les grandes méthodes aujourd'hui, si tu peux en citer une, deux, trois, qui sont connues, comme la règle des 70, 30, 20, enfin, il y a plusieurs règles différentes. À toi de me dire un peu ce qui te vient à l'esprit, que tu pourrais aujourd'hui enseigner à l'audience. Pour la bonne gestion de ses finances personnelles, ou pour l'investissement, oui, bon, alors tu as parlé de la règle des 50, 30, 20, où on doit allouer par rapport à ses revenus 50% à ses dépenses fixes, 30% à ses dépenses variables et 20% à son épargne et à ses investissements. Moi, ce que j'observe avec les centaines de personnes que j'ai pu accompagner, c'est que si aujourd'hui, un particulier n'épargne pas, je ne parle même pas d'investissement, n'épargne pas 10% de ses revenus, mis à part dans des cas extrêmes où les personnes sont, j'exagère, au RSA ou même au SMIC, voire en dessous. Donc, je considère qu'à partir de 2000, 2500 euros de revenus, si la personne n'épargne pas 10%, c'est qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Et ça peut faire mal, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui gagnent peut-être cette somme-là, voire plus, et qui n'épargnent pas, et qui n'ont pas l'impression de flamber. Mais moi, j'ai analysé des centaines de gestions de finances personnelles, des centaines de revenus et de dépenses, et en réalité, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a toujours un abonnement à la salle de sport à laquelle on ne va pas. C'est Uber Eats à répétition dont on n'avait pas vraiment besoin. C'est taxi qu'on a pris alors qu'on aurait pu prendre les transports en commun. Il y a énormément de choses qui sont en réalité évitables, qui participent relativement peu au plaisir et à l'épanouissement qu'on a dans notre quotidien, et qui, lorsqu'elles sont supprimées, génèrent 50, 100, 200, 300, 400 euros par mois d'épargne supplémentaire. Et quand quelqu'un épargne aujourd'hui 100 euros et qu'avec un minimum de gestion de ses finances personnelles, un suivi, une identification des dépenses qu'on peut qualifier de superflues, et qu'elle arrive à épargner en les supprimant 200 euros par mois en plus, elle a littéralement, mathématiquement, triplé sa capacité d'épargne. Et donc, c'est en commençant par l'identification de ces dépenses superflues, en les supprimant, qu'on peut, 1, améliorer sa capacité d'épargne, 2, sentir qu'on a le contrôle sur ses finances personnelles, et 3,
être en capacité d'investir et on le sait, même 200 € par mois, investi à 5, 6, 7, 8% par an sur 10, 20, 30 ans, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en plus au bout du chemin. Ça peut être la résidence secondaire que tu aurais voulu acheter. Est-ce que pour ta retraite, avoir une résidence secondaire, tu aurais été prêt aujourd'hui à peut-être dépenser quelques Uber Eats en moins dans le mois ou à faire un petit peu plus attention à des dépenses, à des abonnements auxquels tu as souscrit et que tu n'utilises pas vraiment? Est-ce que ça vaut le coup? Chacun a la réponse à cette question, mais je pense que pour la majorité des Français, c'est le cas. La projection, la visualisation, c'est compliqué parfois aussi quand on te l'apporte pas. Et c'est vrai que ça paraît simple et compliqué à la fois. Encore une fois, c'est une question de choix, comme tu l'as dit. Chacun doit faire les bons choix. Mais en tout cas, tu sais que si aujourd'hui, tu veux profiter de mini-plaisirs dans l'instant présent, forcément, tu vas t'amputer de très gros plaisirs dans le futur. Et ça paraît ridicule, mais parfois même 5 € économisés sur un mois font une différence sur 20 ans. 5 € tous les mois réinvestis correctement aussi pour faire aussi fonctionner tout ce qui est effet cumulé. Parce qu'effet cumulé, des fois, on en parle, mais sans trop savoir ce que c'est. On comprend plus ou moins. C'est une des plus grosses merveilles dans le monde. Ça fait une très grosse différence. Ça fait une très grosse différence. Et ça, nous, on le voit aussi avec les clients qu'on accompagne. Parfois, en quelques mois, ils sont impressionnés. Tu peux vite commencer à payer des vacances que tu ne pensais pas pouvoir financer pour l'année qui arrive, etc. Et mentalement, tu te sens mieux. Psychologiquement, tu te sens mieux. On en revient à la psychologie et à la sérénité que ça apporte. C'est-à-dire que c'est pas effectivement en épargnant 50, 100 € par mois en plus que la personne va d'un coup s'acheter une voiture de sport ou partir en vacances ou partir à la retraite plus tôt. Mais elles savent qu'elles sont en train de poser les briques de leur avenir financier, de leur sécurité financière et de la sécurité financière de leurs proches, de leur foyer, de leurs enfants. 100%. Et ça, il y a une question de responsabilité. Parce que moi, c'est ce que j'observe aussi très souvent. C'est que dans un couple, pour prendre l'exemple d'un couple, c'est rarement les deux qui s'y intéressent. Parfois, c'est aucun des deux. Parfois, c'est aucun des deux, mais souvent, c'est l'un des deux. Et moi, ce que je dis aux personnes qui viennent nous voir en disant, écoute, parce que moi, je considère qu'une stratégie d'investissement, une stratégie patrimoniale, dans le cas d'un foyer, elle se définit à l'échelle du foyer. D'accord ? Si j'ai, avec ma compagne, même si on n'a pas forcément d'enfants, mais on a des projets communs, probablement, ces projets communs, ils vont nécessiter des ressources. Je vais participer à ces ressources, mais tu vas aussi probablement y participer. Et donc, impliquer, engager son conjoint et même a fortiori ses parents, ses enfants dans cette éducation financière et dans la compréhension de à quoi ça sert, comment ça marche, comment je fais, c'est une responsabilité. Parce que malheureusement, si tu ne le fais pas, quand je m'adresse à mes clients, à ceux que j'accompagne, et qui sont un peu seuls dans le foyer à s'en occuper, si tu n'engages pas ta conjointe, tu mets en péril pas uniquement sa sécurité financière à elle, mais aussi celle de votre foyer dans son ensemble, et a fortiori, si vous en avez ou si vous comptez en avoir, celle de vos enfants demain. Bien sûr. Donc cette question de responsabilisation de chacun à l'échelle individuelle et à plus grande échelle au niveau du foyer, elle est fondamentale. Elle est essentielle. Est-ce que tu peux nous citer quelques outils que tu utilises au quotidien qui te permettent justement de gérer cette partie financière, peut-être les dépenses, où est-ce que tu peux avoir un visuel dessus? Il existe pas mal d'applications, des outils qu'on peut mettre en place très facilement, rapidement. Lesquels sont tes favoris? Alors moi, je vais vraiment te décevoir parce que je pense que c'est mon passé de consultant. Je suis très Excel et maintenant, depuis un peu plus récemment, Google Sheet. Alors ça va vraiment pas, ça va pas exciter les fans d'automatisation, etc. Ou d'outils, on va dire, très user-friendly. Mais moi, je fais quasiment tout avec Google Sheet et avec Excel parce que je suis plutôt à l'aise avec l'outil et surtout, je peux le personnaliser à ma sauce. Maintenant, pour tout ce qui va être peut-être suivi des dépenses, pour ceux qui n'aiment pas le côté manuel de devoir rentrer les informations, je sais qu'il y a des applications comme Bankin qui permettent de connecter ta plateforme, tes différentes plateformes bancaires et donc de faire un peu une synthèse. Donc ça marche plutôt bien. Mais je l'utilise pas à titre personnel. Et après, pareil, des outils comme Finari, je sais que c'est assez connu, mais je l'utilise pas à titre personnel. Donc voilà, c'est des outils que je connais, mais si jamais je dois parler uniquement d'outils que moi j'utilise, un bon vieux Excel et un bon vieux Google Sheet, pour moi, il y a rien de mieux. Magnifique. Je m'en suis un petit peu douté.
Même si c'est vrai qu'il y a des outils qui existent, mais parfois quand on a des habitudes qui sont ancrées depuis des années, on n'a pas envie de rechanger complètement ce fameux système-là. Surtout qu'on peut les personnaliser pour Bien le coup. sûr. Tu vois, moi, pour le programme d'accompagnement et pour mes clients en gestion de patrimoine, j'ai créé des tableurs Excel et Google Sheet qui n'ont rien à envier à du Banking ou à du Finari. Voilà, c'est Tellement pas bien fait, personnalisé. c'est ça. Et quand tu sais un petit peu mettre les mains dans le cambouis, tu peux aussi le personnaliser à ta situation. Et je trouve que c'est toujours mieux. Trop bien. Aujourd'hui, tu accompagnes des particuliers, mais aussi des professionnels. Comment l'approche, elle est pour chacun d'entre eux? Forcément, elle doit être différente, mais pourquoi? Alors, les particuliers vont avoir... c'est plutôt les chefs d'entreprise qui vont avoir des problématiques que les particuliers n'ont pas. Je pense notamment à la gestion d'une trésorerie d'entreprise. On ne va pas investir une trésorerie d'entreprise qu'on investirait de la même manière une épargne qui est sur un livret A ou sur un PEL, etc. Et surtout, il y a des possibilités d'investissement qui n'existent pas pour les particuliers, qui sont disponibles pour les chefs d'entreprise. Je penserais notamment... alors, il y en a énormément, mais si on veut parler des options qui existent pour les chefs d'entreprise et uniquement pour les chefs d'entreprise, ça serait par exemple du démembrement temporaire de parts de SCPI. Alors, les parts de SCPI, pour faire simple, c'est une société de gestion qui va acheter un parc immobilier, qui va le mettre en location, et un particulier ou des entreprises peuvent acheter des parts de cette SCPI et vont recevoir une part des loyers proportionnelle à leur investissement. Donc, ça permet de s'exposer à l'immobilier de manière diversifiée. C'est un peu les ETF de l'immobilier. On peut faire du démembrement. Donc, le démembrement, c'est quand on sépare la nue propriété et l'usufruit en immobilier. Et dans le cas d'un chef d'entreprise peut acheter avec sa personne physique, donc c'est en tant que personne, la nue propriété des parts de SCPI, et avec sa société, il peut acheter l'usufruit. Donc l'usufruit, c'est ce qui va générer les loyers pendant une période de temps. Quel est l'intérêt de faire ça? Avec la société, quand on achète l'usufruit, on fait ce qu'on appelle de l'amortissement comptable. Donc en fait, on va pouvoir déduire de ses revenus l'investissement initial en part de SCPI. Donc je ne rentre pas dans les détails ici, mais ça permet de faire de l'amortissement. Donc c'est toujours bien pour investir sa trésorerie. Et en personne physique, vu qu'elle a acheté la nue propriété, et qu'à la fin du démembrement, donc le démembrement, il est ce qu'on appelle temporaire, il peut être sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. À la fin du démembrement, l'usufruit revient automatiquement au nu propriétaire. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai acheté la nue propriété pendant 10 ans, par exemple, de part de SCPI. J'ai pas reçu de loyer, donc pendant 10 ans, c'est ma société qui avait acheté l'usufruit, qui reçoit les loyers pendant 10 ans. Je fais de l'amortissement comptable, et après les 10 ans, l'usufruit, je le récupère dans ma poche. J'ai rien payé de plus, donc j'ai acheté mes parts de SCPI. Vu que j'ai acheté que la nue propriété, j'ai eu ce qu'on appelle une décote. Au lieu de les acheter à 100% du prix, j'ai payé peut-être 60% du prix. Par contre, au bout de 10 ans, je récupère l'usufruit, et donc par contre, dans 10 ans, je vais toucher 100% des loyers. Donc pour la société, on a fait de l'amortissement comptable, et pour le chef d'entreprise qui est par exemple peut-être à 10 ans de la retraite, qui se dit moi aujourd'hui j'ai mon salaire, tout va très très bien, j'ai pas besoin de revenus complémentaires, mais je serais bien content dans 10 ans, au moment où je pars à la retraite, de toucher les loyers de mes parts de SCPI. Mais j'en ai pas besoin tout de suite. Et le chef d'entreprise fait ce démembrement temporaire sur 10 ans, il achète la nue propriété avec ses personnes physiques, il achète l'usufruit avec sa société, il fait de l'amortissement comptable pour sa société, et 10 ans plus tard, il va commencer à percevoir en perso ses loyers avec ses parts de SCPI. Voilà un exemple d'investissement qui est faisable pour un chef d'entreprise qui a une société, une trésorerie d'entreprise et qui veut aussi développer son patrimoine personnel. La psychologie d'un chef d'entreprise et celle d'un particulier, est-ce que tu vois vraiment beaucoup d'écart quand il s'adresse à toi, ou est-ce que c'est quand même assez similaire, mais juste la façon de faire est différente? Forcément, quand on a une trésorerie d'entreprise, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas le sentiment que c'est leur argent. J'exagère à peine, mais quand on doit investir 10 000 euros ou 100 000 euros avec sa société... On le fait plus sereinement. Beaucoup plus sereinement, il y a beaucoup moins d'appréhension, alors que quand on est en perso et qu'on doit investir 10 000 euros ou 100 000 euros, là, waouh, tout de suite, au-delà des sujets, oui, mais 10 000 euros en société, si on doit se le verser en perso, les charges sociales, les machins, etc., ça vaut beaucoup plus d'argent, c'est complètement vrai. Mais au-delà de la dimension fiscale et mathématique, il y a une dimension psychologique et émotionnelle qui n'a rien à voir. L'argent qu'on a reçu en perso, c'est vraiment à soi, c'est vraiment dans ses poches, etc. Alors que quand c'est dans la trésorerie d'entreprise, on est beaucoup plus enclin à se dire oui, il faut investir 100 000 euros avec la trésorerie, il y a pas de souci.
détacher émotionnellement Mhm. un peu plus. Et forcément, ça aide indirectement aussi à prendre des choix plus intéressants parfois parce que tu te sens plus chill C'est dans la ça. situation. C'est ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gestionnaires de patrimoine ou aspirants gestionnaires de patrimoine qui souhaitent n'accompagner que des dirigeants et chefs d'entreprise et des libéraux, etc. Je comprends la logique derrière. Les dirigeants ont plus de capital parce que justement, c'est leur trésorerie, ils investissent plus facilement, etc. Moi, je trouve ça dommage et je suis vraiment très content d'accompagner autant, voire même plus, les particuliers que les chefs d'entreprise parce qu'il y a cette dimension impact et sens qui est beaucoup moins présente pour les chefs d'entreprise, soyons clairs. Un chef d'entreprise, son objectif, c'est soit sécuriser sa trésorerie ou la faire un petit peu fructifier, mais c'est très très rare qu'un chef d'entreprise ait un plan très précis sur le développement et comment il souhaite faire fructifier sa trésorerie d'entreprise, alors qu'un particulier, il va te parler, pareil, moi j'ai des enfants, je veux financer des études, ah bah, je voudrais acheter telle maison, ah bah, je voudrais préparer ma retraite. Il y a beaucoup plus de sens et d'impact, à mon avis, dans l'accompagnement des particuliers que dans l'accompagnement des professionnels qui ont une approche beaucoup plus froide Bien sûr. de l'investissement. Oui, le particulier, c'est plus sentimental, c'est des projets qui rentrent dans le perso. Et donc, forcément, l'approche va être un petit peu différente. J'ai vu que tu étais aussi intervenu sur BFM. Comment ça s'est fait et comment tu as trouvé cette intervention? Derrière, est-ce que tu as eu des impacts positifs ou négatifs de cette intervention? Ouais. Bah, c'est vrai que j'avais une légère appréhension. Alors, j'ai été invité pour le coup. J'ai pas du tout payé ou quoi que ce soit pour aller sur BFM. Je sais que c'est possible de le faire. C'est possible. Moi, pour le coup, on m'a contacté suite à mes posts LinkedIn. C'est-à-dire que je suis assez présent sur LinkedIn, réseau professionnel. Et donc, c'est Lorraine Goumeau qui organise, qui présente d'ailleurs l'émission Tout pour investir, qui lisait mes posts de temps en temps et qui cherchait des nouveaux intervenants qui m'avaient contacté pour intervenir sur l'émission. Et au début, j'avais une certaine appréhension en me disant, ah, les médias traditionnels, déjà, qui regarde ça? C'est des personnes plus âgées? Est-ce que c'est vraiment ma cible? Est-ce qu'on va pas me brider dans la façon dont je parle ou dans les thématiques abordées ou dans ce dont je veux parler? Et en réalité, pas du tout. Alors là, je sais pas si c'est propre à BFM ou propre à l'émission Tout pour investir, mais en tout cas, j'étais extrêmement libre dans le choix des thématiques et dans la façon dont j'aborde ces thématiques-là. Et donc, moi, j'étais très content. Soyons très clairs, hein. Moi, le sujet numéro 1 de satisfaction de passer sur BFM, c'était pas forcément, comme je dis, c'est pas ma cible initiale, donc c'était pas forcément un ROI à très court terme, mais c'était parce que mon père regarde BFM Business et que je lui avais pas dit, pour la petite histoire, je lui avais pas dit que je passais. Petite surprise. Et c'était la surprise, il m'a vu à la télé, parce que je sais qu'il regarde tout le temps l'émission, Énorme. et il m'a vu à la télé alors qu'il s'y attendait pas du tout. Énorme. Donc ça, c'était vraiment incroyable comme sentiment de satisfaction. Bien sûr. Mais oui, ça a eu de certaines retombées, pas significatives, mais ça a renforcé ma crédibilité et ma légitimité auprès Bien sûr. d'une audience, on va dire, plus large sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, certains sérieux, d'autres moins sérieux, et c'est difficile de distinguer les professionnels des moins professionnels. Bon, quand tu as été invité 3 fois, parce que moi j'ai été invité 3 fois ou 4 fois, je sais plus, sur BFM pour intervenir dans une émission, en tant qu'expert, en tant que coach, forcément, les gens se disent, bon, s'il a été, entre guillemets, adoubé par les médias traditionnels, c'est probablement pas un rigolo, c'est pas un clown, c'est quelqu'un d'assez sérieux, et donc je peux lui faire confiance. Donc ça a renforcé la légitimité. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est parfait, parce que tu parles beaucoup des fameux gourous, les personnes qui ont des solutions miracles et magiques. Pourquoi ne crois-tu pas au Père Noël? Je comprends pas. Alors moi, je crois au Père Noël à titre personnel. Mais non, c'est juste qu'en fait, c'est un secteur où, objectivement, factuellement, il y a de l'argent. Par définition, les gens qui cherchent à investir, c'est des gens qui ont de l'argent. Alors oui, même si je prêche énormément la démocratisation de ce sujet, là où ça concerne plus les particuliers, c'est ceux qui justement gagnent des très bons revenus, qui ont une bonne capacité d'épargne et qui n'en font rien. Donc factuellement, c'est un sujet où il y a beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent, bah, ça attire beaucoup de personnes et pas toujours les bonnes. Moi, là où j'essaie de sensibiliser, c'est sur une approche, et il y a beaucoup de personnes qui le font aussi très bien, je suis pas le seul, hein, Dieu merci. Ce sujet de la démocratisation de l'éducation financière, ça ne s'arrête pas à une ou 2 personnes. J'essaye autant que possible de prévenir, d'éduquer et d'apporter, ou plutôt d'aider les gens à développer un regard critique. Je ne pense
je suis convaincu que je n'ai pas la bonne parole, d'accord? Je suis contre le dogme. Je ne pense pas qu'une personne ait la vérité, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Par contre, ce que j'essaye de développer et ce que j'encourage les personnes de mon audience à développer, c'est un regard critique, un esprit critique. Et comment est-ce qu'on développe un esprit critique? C'est précisément en se renseignant auprès de différents acteurs qui ont peut-être des philosophies différentes, des expériences différentes, qui ont des discours différents. Et c'est uniquement quand on a consulté et quand on s'est renseigné auprès de 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes différentes qu'on peut se dire, ok, j'ai entendu les différents discours, ceux qui me parlent le plus et ceux que j'ai envie d'écouter et de croire, au moins je l'ai fait en connaissance de cause et en sachant qu'il existe d'autres alternatives, mais qu'elles ne me plaisent pas. On ne peut pas malheureusement faire en sorte que toute personne ne s'intéresse à des scams crypto ou quoi que ce soit, mais par contre on peut faire en sorte que les gens aient en tête qu'il existe différentes solutions, et après, chacun est libre de choisir sa solution. Mais moi, ce que je prône, c'est non pas, malheureusement, j'aimerais bien l'éradication de cette classe de personnes, mais ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on peut encourager, c'est que notre discours, le discours qui prône l'esprit critique, il soit entendu par le plus grand nombre, peut-être pas par tous, mais en tout cas par le plus de personnes possible. Et une fois que les gens ont entendu ce sujet de il faut avoir différents avis, personne n'a la vérité absolue, là derrière, après, chacun est libre de prendre ses propres décisions. Magnifique, c'est un super partage. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans le contexte mondial actuel qui est quand même assez tourmenté, compliqué, et parfois on ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer, les choses changent très vite, très rapidement, du tout au tout parfois. Quelle est ta vision du marché actuel et comment tu vois l'avenir ? L'avenir à 3 mois ou l'avenir à 30 ans? Les deux, dans les deux cas. D'ici la fin d'année 2025, déjà, comment tu vois les choses se passer? Parce qu'on sent qu'il y a quand même des retournements de situation. Parfois, on a l'impression que les marchés reprennent correctement avec Trump qui nous fait parfois des coups de... il nous fait des siennes avec des petites annonces fracassantes. Est-ce que tu penses que c'est beaucoup de manipulation? Est-ce que c'est juste théâtral, tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que pour toi, c'est juste un enchaînement de choses logiques qui est en train de se passer aussi? Comment tu vois la chose déjà d'ici fin 2025? Parce que parfois, on se projette sur l'année et on a envie de savoir comment ça peut se passer. Je suis assez convaincu que les annonces, l'actualité financière, géopolitique, à court terme, ne devraient aucunement impacter les décisions financières qu'on prend. Pourquoi ? Parce que si on me dit, oui, mais moi, Charlias, j'ai 50% de mon patrimoine qui est investi en bourse. Si on a bien fait les choses, et on en revient à ce dont on parlait plus tôt, du goal-based investing et du fait de définir des stratégies d'investissement en fonction de ses horizons et de ses objectifs d'investissement. Si jamais j'ai 50% ou 60% de mon patrimoine investi en bourse, techniquement, si on a bien fait les choses, si on s'est bien formé, ou si on a été bien accompagné, un patrimoine comme celui-ci, une stratégie comme celle-ci, est adaptée à un horizon d'investissement moyen, long terme, de minimum 10-15 ans. Et donc, les actualités très court terme, les annonces que peut faire Trump ou la situation géopolitique qui peut arriver, que ce soit au Proche-Orient ou même ailleurs, n'aura en réalité sur 15 ans qu'un impact marginal, pour ne pas dire non existant. À l'inverse, si jamais mon horizon d'investissement est très court terme, là, justement, moi, d'ici la fin d'année, je vais partir à la retraite. Et donc, j'ai envie de savoir comment est-ce que ça va m'impacter. Si on a bien fait son travail, on a construit une stratégie d'investissement qui est en réalité très sécurisée. On a la majorité de son patrimoine dans des fonds euros, dans des livrets sécurisés, éventuellement dans des obligations. Mais on a une exposition au marché actions, au marché boursier, que très faible. Et donc, finalement, si jamais il y a effectivement une chute des marchés financiers de 20, 30, 40, 50%, mais que finalement, dans mon patrimoine, les actions, ça représente 10, 15%, en réalité, l'impact réel sur ma situation financière est aussi marginal. Donc, ça, c'est vraiment ce que je veux que les gens retiennent dans ton audience, c'est que si on a eu une approche patrimoniale dans la définition de ces stratégies, l'actualité ne devrait pas nous préoccuper. Bien sûr, on peut se renseigner par curiosité intellectuelle, pour tout un tas de raisons, mais ça ne doit pas impacter les décisions financières qu'on prend à court et à moyen terme, surtout à court terme. Magnifique.
Donc ça, c'est le plus important. Maintenant, sur comment vont se comporter les marchés sur les prochains mois, j'ai pas de boule de cristal. C'est sûr que l'actualité, notamment avec Trump, qui nous fait des annonces à tout va, qui peuvent partir dans un sens ou dans l'autre. Là, très récemment, je sais pas quand sortira le podcast, mais on a eu à nouveau des droits de douane qui ont été imposés en Europe, partout dans le monde, mais qui ont été relevés en Europe. Panique sur les marchés européens et même sur les marchés américains. On a vu, il y a déjà eu des droits de douane en avril de mémoire que Trump avait annulé ou avait modifié. Donc, prendre des décisions à court terme, quelle serait la décision si jamais on se dit que je veux impacter mon patrimoine par rapport à cette actualité? Ah bah les marchés sont en panique, je devrais vendre. Mais comment c'est que Trump est tout à fait capable d'annuler ses droits de douane ou de les modifier, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse? Bah en réalité, on pourrait très fortement regretter cette décision dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Et donc, ça serait une très, très mauvaise décision de vendre ses positions sur les marchés financiers à court terme à cause de l'actualité. Ou ne pas se positionner. Ou ne pas se positionner, exactement. Et pareil, si jamais on se dit « Ah, mais là, j'ai peur d'investir juste avant un crack, etc. » Dollar cost averaging. Exactement. J'investis une petite partie de mon épargne chaque mois. Que demain, si jamais les marchés baissent, super, je serais très content de pouvoir continuer à acheter à des prix inférieurs. Vu que mon horizon d'investissement il est très long terme, je vois ça comme des soldes. Exactement. À l'inverse, si les marchés progressent, bah, le capital que j'aurais déjà investi va prendre en valeur. J'ai forcément gagné. Je voulais donc revenir sur un point. Est-ce que tu vois pas un peu ce qui se passe avec Trump? Déjà, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on se fout de notre gueule, littéralement, et que en vrai tout est théâtral et comme si c'était préparé, tous les événements qui sont en train de se passer, d'arriver, sont déjà anticipés, mais des mois, voire peut-être même des années à l'avance, j'ai l'impression, et qu'on est en train juste de vivre une pièce de théâtre, et que ces annonces-là, en fait, ont pour but de jouer avec le marché et manipuler légalement, oui, légalement le marché. Et puis surtout, est-ce que tu vois pas un peu Trump comme ce qui est en train de se passer avec, comme ce qui s'était déjà passé avec Elon Musk en 2020-2021, lorsqu'il faisait des annonces sur les cryptos, il commence à mettre des tweets qui impactent justement, qui jouent. Moi, je vois beaucoup de rapprochements de ce côté-là. Comment toi, tu vois, t'aperçois ces choses-là, finalement? Alors, moi, il faut vraiment être clair là-dessus. Je suis anti-complotiste. Ok. Si jamais il y a des personnes qui disent non, mais il y a une organisation supranationale qui contrôle tout, ou même que Trump, c'est une pièce de théâtre qui est organisée depuis des années, et qu'en fait tout ça c'est manipulé, etc. Moi, j'y crois pas du tout parce que je pense qu'on a beaucoup plus de négatifs à retenir d'une approche complotiste de l'actualité, qu'elle soit financière, politique ou géopolitique. Donc je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est très sanguin, qui peut prendre des décisions sur des coups de tête. Ça lui a bien réussi dans le business, dans la vie professionnelle. Ça lui réussit objectivement un petit peu aussi dans la vie politique, hein, sinon il n'aurait pas été réélu. Donc là-dessus, il faut le reconnaître. Mais ça n'empêche que ça reste un humain et je suis assez convaincu qu'il n'y a pas d'organisation supranationale ou même d'organisation théâtrale qui organise ça depuis des décennies, voire même des années. Par contre, ce qu'il est certain, c'est que oui, il y a des décisions politiques qui ont des impacts sur les marchés financiers qui profitent à certaines personnes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo d'analyse sur le Trump et le Melania, donc les deux cryptos de la famille Trump, qui ont été sortis à un moment juste avant des annonces qui étaient détenus en très grande majorité par des équipes de Trump qui, juste après les annonces, ont donc été un peu pumpées et qui ont en partie été revendus par des portefeuilles inconnus mais qu'on peut en réalité retracer comme étant liés à des organisations détenues majoritairement par Trump et par ses équipes. Donc, il est certain qu'il y a eu, il faut le qualifier ainsi, des manipulations de marché, notamment sur la partie crypto-monnaie, hein, pour le Trump et pour le Melania, et que ça a enrichi très fortement Trump, ses équipes et ses proches. Donc ça a été fait. Est-ce que ça a été un des plus grands... c'est pas un scam, même si on pourrait presque le qualifier ainsi, mais en tout cas, ça a fortement enrichi les équipes de Trump. Et est-ce qu'il pourra le refaire à l'avenir ? Je pense que sur la partie géopolitique, politique et économique, les décisions, par exemple, sur les droits de douane actuellement,
ne bénéficie pas tant, en tout cas à court terme, au marché américain et donc ne bénéficie pas tant au portefeuille de Trump. Par contre, tout ce qu'il fait sur la partie crypto, effectivement, là, c'est plus que discutable. Un peu plus impactant. Pour finir ce podcast en beauté, moi, je pose toujours une question qui est essentielle, mais c'est aujourd'hui, Charles Elias, quelle a été la décision la plus smart que tu as pu faire dans ta vie et qui a tout changé? C'est probablement de mettre un terme à la procrastination. Et quand je me suis intéressé à l'investissement, aux finances personnelles, que j'ai eu une envie de mettre un premier pied dedans, de tremper un premier orteil, de me dire, allez, j'y vais. Bon, j'y suis allé peut-être un petit peu fort au début en mettant directement voilà, sur 1000 euros sur du Bitcoin. Je ne recommanderais pas forcément de faire ça aujourd'hui. Mais en tout cas, ce premier pas qui m'a appris plein de leçons derrière, bah, ça a été une porte d'entrée vers le monde, pas uniquement de la finance, mais des finances personnelles et de la gestion de son argent. Et ça m'a aidé à titre personnel, ça a aidé mes proches. Et aujourd'hui, j'ose espérer qu'avec le grand bain, qu'avec des interventions dans des podcasts comme le tien, bah, ça impacte aussi, ça aide aussi des centaines, des milliers, peut-être un jour des millions de personnes. Et ça, c'est probablement la meilleure décision que j'ai pu prendre. C'est tout le mal que je te souhaite. Et encore une fois, Charles Elias, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Tu as partagé beaucoup de très, très belles choses, beaucoup de valeurs. Et j'espère que mon audience et aussi la tienne va pouvoir s'en inspirer et apprendre beaucoup de nouvelles choses et surtout passer à l'action. Je pense que c'est aussi le maître mot, c'est arrêter de procrastiner et passer à l'action. C'est toujours mieux que de rien faire. Donc encore une fois, je te remercie. Et pour tous ceux qui ont aimé le podcast et qui veulent en avoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne pour rester à l'affût des prochains épisodes qui vont arriver avec des invités toujours plus intéressants. Encore merci, on se dit à très bientôt.